Donc, merci à tous de votre présence pour notre nouveau webinaire trimestriel sur le numérique en santé. Comme d'habitude, on va vous présenter trois sujets qui nous ont été remontés en alternant à la fois des présentations institutionnelles et de professionnels de santé qui vous feront aussi des démonstrations. Donc, on aura la présentation avec le docteur Besançon et les docteurs Susan. On est aussi sur un format interactif. On est là pour répondre à vos questions, soit en direct, soit en différé si on a besoin de vérifier nos réponses. Et donc, on est parti pour 1 heure de webinaire. On va démarrer avec le premier thème qui est la solution de e-parcours Santélien qui va nous être présenté par Jimmy Coquillas et Pascal Johnson. Bonsoir à tous. Alors, juste avant que Jimmy prenne la main pour cette démonstration, on va faire un petit tour d'horizon en fait, sur un petit rappel, les trucs de... Oui, Étienne. Un petit rappel effectivement sur recontextualiser l'offre en matière d'outils numériques dédiés à la coordination des parcours de santé. Donc celle-ci est incarnée à travers 2 programmes publics, important de le rappeler. Donc le premier, c'est le Ségur du numérique que vous connaissez bien, autour du dossier médical partagé qui permet de stocker de manière sécurisée les documents du patient tout au long de sa vie, et de la messagerie de santé sécurisée qui permet d'envoyer de façon sécurisée et ponctuelle des messages entre professionnels de santé ou avec son patient via son interface en espace santé. Le deuxième programme, s'il est régional, et c'est un programme e-parcours donc qui est santélien, qui va s'articuler autour des outils de la santé, donc le DMP, mon espace santé MES, et qui lui a pour objectif de faciliter la prise en charge coordonnée des patients en fluidifiant le partage d'informations entre les professionnels de santé, qu'ils soient du monde libéral, du secteur médico-social ou social. Ces solutions sont financées par des fonds publics, donc nationaux ou régionaux. Elles sont bien sûr mises à disposition de tous gratuitement. Elles sont sécurisées et conformes aux référentiels nationaux de protection des données. Voilà, je vais laisser la parole à Jimmy qui va faire une présentation de l'outil. Merci Laurent. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous présenter la plateforme régionale de coordination Santélien. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je ferai en sorte de répondre le mieux que possible. Voilà. Donc on peut passer à la slide 2. Donc du coup, vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse email au cas où vous désirez poser vos questions en différé. Et mon rôle est de vous accompagner pour que vous puissiez savoir quel est mon rôle en tant que chef de projet e-santé ARS en Essonne. Mon rôle est de vous accompagner dans l'adoption de solutions numériques visant à simplifier vos parcours de soins, les parcours de soins qui sont établis en Essonne, améliorer la prise en charge des patients et du coup de vous offrir un soutien global en matière de numérique en santé. Voilà. Du coup, on va faire vite fait un petit tour sur l'actualité en numérique. Donc, comme vous le savez toutes et tous, Santélien prendra fin en décembre 2024. Voilà, c'est terminé pour Santé prendra fin en décembre 2024. Ça, tout le monde le sait maintenant. Ça sera remplacé par la solution que je vais vous présenter ce soir, Santélien. Donc, pour info et chose importante, toutes les interopérabilités qui sont avec Terre et Santé seront reprises avec Santélien. Le petit plus aussi, c'est que dès maintenant, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée sécurisée Santélien. Donc, si vous avez une carte CPS, ICPS, vous pouvez utiliser cette messagerie sécurisée qui vous permet d'échanger de façon instantanée des données sensibles. Disponible sur iOS et Android, donc vous pouvez avoir la version web et la version mobile. Et pour ce chat sécurisé, il y aura bientôt la possibilité, il y aura une interopérabilité qui est prévue avec la MS Santé. Donc, dans la continuité justement de tout ce qui est échange, que ce soit instantané ou des échanges via les mails, ça sera pris en charge dans cette solution, le chat du coup Santélien. Et les nouveautés, du coup, ça sera du moins la nouveauté. Du coup, sur notre région, ça sera ce que nous allons voir ce soir, le dossier de coordination qui sert à faciliter la prise en charge
coordonner des patients en fluidifiant le partage d'informations entre le personnel de santé et les acteurs du médico-social. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai. Du coup, Centélien. Centélien, on rentre dans le vif du sujet. C'est une solution numérique qui est proposée par le Cézanne en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Comme je vous ai dit à l'instant, son but est de faciliter la prise en charge coordonnée des patients en fluidifiant le partage d'informations. Donc, les informations, nous allons le voir un peu plus tard, c'est tout ce qui est hospitalisation, entrée, sortie, euh, les constantes, par exemple, les notes, les mémos, bref, toutes les informations qui sont importantes dans le cercle de soins d'un patient, de faire en sorte que toutes ces informations se retrouvent au même endroit. Alors, la slide suivante, merci. Que permet Centélien? Donc là, on a un petit défaut d'affichage, mais normalement, vous étiez censé voir step by step ce que propose Centélien. Donc, je vais vous le faire en direct. Centélien vous propose d'informer alors le cercle de soins. Non, c'est bon, on peut rester sur la slide Ah, d'après, justement, ça va faire le lien. Merci beaucoup. Centrelien nous permet justement alors de centraliser les données avec le cercle de soins. Donc le cercle de soins au sens large du terme. Donc toutes les personnes qui interviennent autour d'un patient. Donc on peut les informer en cas d'hospitalisation, entrée et sortie, parce que c'est une information qui est quand même importante pour toutes sortes de structures. Par exemple, j'ai en tête les SIAD, etc., etc. Et on a une visibilité sur la ligne de vie des rendez-vous médicaux, par exemple, des analyses, des lettres de liaison. Bref, vous pouvez, avec cette solution, coordonner votre parcours, du moins les actions, des fois, interactions autour de votre patient. Cercle de soins, hospitalisation, ligne de vie. Ce sont limite les trois grands items, même si cette solution peut faire plein de choses, mais c'est les trois grands items que je vais vous montrer hein, ce soir. On peut passer à la suivante. Alors, pour se connecter à Centélien, il va falloir certains prérequis, à savoir la carte CPS, la version ICPS. Si vous n'avez pas de carte CPS ou ICPS avec le Cézanne, on peut créer des identifiants mots de passe. Donc après, il y a une authentification à double facteur. Soit vous recevez un code sur votre boîte mail, soit vous recevez un code par SMS pour valider votre connexion, pour authentifier votre connexion. Ou vous pouvez aussi utiliser Pro Santé Connect qui vous permet de vous connecter à Centelien. Donc d'ores et déjà, si par exemple vous voulez essayer d'utiliser le chat, comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte CPS, ICPS, ou vous m'envoyez un mail et on peut créer les identifiants en mot de passe si vous ne l'avez pas. Et si vous utilisez déjà Pro Santé Connect, vous pouvez utiliser cette méthode d'authentification pour pouvoir utiliser Centelien. Voilà, donc maintenant, je vais vous commencer la petite démo. Je vais vous partager mon écran. Alors, mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Hop. Non, Anne-Sophie, il faut que tu laisses le partage. Voilà. Vous voyez mon écran ou pas? oui, c'est Oui, parfait. c'est un peu loin. C'est un peu loin, c'est visible, pas visible? C'est pas lisible. Enfin, s'il faut qu'on lise les. Alors, après, les grandes lignes, alors, j'ai pas trop de solutions, malheureusement, mais du coup, je vais vous partager la présentation globale après cette réunion, en espérant que ça s'améliore la connexion ou l'affichage. Donc, les petites lignes de la ligne de vie sont tout ce qui aura lieu par rapport aux événements de votre usager, de votre patient. On arrive du coup sur cette interface-là qui est l'interface, on pourra dire que c'est le tableau de bord. Hop, je récupère ma souris. Voilà, donc ici, vous avez toutes les informations patients. Ce qui est intéressant avec les informations patients, c'est qu'elles sont, vous pouvez qualifier l'INS avec. Donc techniquement, là, vous êtes sûr que le patient sur lequel vous allez interagir est exactement le bon patient. Vous avez en dessous les hospitalisations.
Donc, toutes les informations liées aux hospitalisations. Ici, nous avons par exemple les hospitalisations passées. S'il y avait une hospitalisation en cours, on l'aurait su. Et quand des fois, vous avez des hospitalisations qui sont planifiées, vous avez ici la possibilité de vous renseigner sur les hospitalisations futures, de quelle date à quelle date, ce qui peut pour certaines structures permettre d'anticiper, par exemple, s'il faut prévoir des infirmières à la sortie ou même de se dire, voilà, le patient va sortir tel jour, telle date, il va falloir peut-être repasser, soit faire une visite à domicile, soit remettre en place tout le système de soins qui est autour de lui. On a la possibilité aussi de pouvoir créer des tâches. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ici, vous pouvez par exemple décider de faire un bilan ou une prise de rendez-vous, un rappel à l'entourage, choisir le niveau d'alerte, si c'est important, pas important, haut, très haut. Choisir une date d'échéance, voilà, pour cette tâche-là, par exemple, si vous devez faire un bilan, vous dites que voilà, le bilan doit être fait lundi 30 septembre, hop, vous avez la possibilité de rajouter un commentaire sur votre bilan, par exemple, préciser quel type de bilan, quel type d'évaluation doit être fait. Et là où ça a son importance, c'est que vous pouvez désigner un professionnel. Vous pouvez choisir une personne. Donc voilà, vous, si, admettons, vous avez dans votre structure, vous faites des évaluations à domicile et que cette tâche-là est adressée à un collaborateur, vous pouvez désigner ce collaborateur qui recevra une notification et sur Santélien et sur sa boîte mail s'il l'a paramétré pour, ou si ça désigne une structure, on peut choisir la structure pour l'informer de cette tâche. Par exemple, voilà un bilan sanguin, etc., etc. Bref, vous connaissez le secteur mieux que moi, mais la tâche peut être attribuée soit à un personnel, soit à une structure. Que nous avons créé notre tâche, elle apparaîtra dans la ligne de vie ici présente ou ici dans les tâches si la tâche elle est pour soi. Donc on a la petite notification. Donc visuellement, on sait, on reçoit un mail, on a la notification. Ça permet d'être beaucoup plus proactif sur la gestion des tâches concernant son fil de patient. Juste, je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il y a une question sur les informations qui sont renseignées sur le profil du patient. Qui remplit ces informations? Merci beaucoup pour m'avoir fait remonter la question, Clémence. Du coup, deux options pour remplir les informations patients. Si le patient n'est pas connu dans Centellian, s'il n'est pas du tout connu, là, il va falloir créer la fiche patient. Mais dans de fortes probabilités et dans beaucoup de situations, le patient sera déjà créé parce qu'il aura un INS, donc du coup son identité est qualifiée. Donc quand vous allez le rechercher, donc là je vais faire un petit détour dans ma zone ici. Quand vous allez arriver sur Centellien, par exemple, moi je cherche Monsieur Potter. Voilà, en fait, il est déjà ici. Après, vous allez devoir vérifier vous, nom, prénom, date de naissance. Du coup, pour répondre à la question, un autre professionnel de santé, le médecin généraliste, un professionnel, un spécialiste, aura pu remplir au préalable ces champs-là. Après, le centenaire est actif. Donc, du coup, les identités sont vérifiées. Il y a un rapprochement d'identité qui est fait. Si jamais il y a plusieurs personnes avec nom, prénom, etc., il faudra rentrer un peu plus d'éléments. Par exemple, là, j'ai mis que le nom de famille. Mais si vous mettez le prénom, après la date de naissance, la ville, vous pouvez affiner pour être sûr et certain de tomber sur le le bon patient. Est-ce que ça répond à la question? Merci Clémence. Du coup, retournons sur notre. Donc Il y là, on a a cherché. une autre question. Est-ce qu'on peut faire une recherche avec la carte vitale? Pour le moment, la recherche avec la carte vitale n'est pas d'actualité. C'est toujours dans les tuyaux, c'est en cours de réflexion, mais en règle générale, si on a la carte vitale, c'est qu'on a le nom, prénom. Mais je suppose que ce type de demande, en règle générale, c'est les personnes qui utilisent les cartes vitales, type les pharmaciens, parce qu'ils ont le lecteur de carte vitale, ça peut les aider. Mais du coup, toutes ces interopérabilités sont au stade d'étude. Donc, à voir si ça sera développé,
C'est un outil qui se lance et plein de choses pourront être faites dans le futur. Il faut le garder en tête. Est-ce que ça répond à la question, Clémence? Alors, ce n'était pas la mienne, c'était celle du docteur Saada, donc Ah, d'accord. je lui laisse. Parce que je vois pas comme je partage mon écran, je vois pas le chat. Donc, D'accord, non, c'est a priori, mais vous, si vous souhaitez parler, docteur Saada, n'hésitez pas. A priori, c'est aussi d'accord. pour les cas d'homonymie parfait. Alors, dans les cas d'homonymie parfait, juste, ben, c'est parfait, ça fait un peu la liaison avec ici. Donc, quand on retourne par exemple sur Monsieur Potter, parce qu'il y a plein de Monsieur Potter au final, vous avez la possibilité d'arriver. Donc là, j'ai squeezé quelques étapes. On va y revenir après. Mais vous avez le champ Merci. social du patient et vous pouvez vérifier du coup après, par exemple, son numéro de sécurité sociale, si ça correspond bien à son numéro de sécurité sociale. Si en cas de symbiose parfaite, vous avez des personnes qui ont exactement le même nom, même date de naissance, tout parfait, le numéro de sécurité sociale sera quand même différent et vous avez quand même la possibilité de pouvoir distinguer un patient d'un autre, si c'était ça la question. Pour revenir à notre patient, hop là, et au tableau de bord du coup de Centellien. Donc l'avantage, et c'est là que ça devient très intéressant, cette outil de coordination, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble du cercle de soins de votre patient. La problématique des fois, c'est qu'on n'a pas l'information qu'il y a déjà une infirmière qui connaît ce patient, que le patient a déjà un médecin généraliste ou que ce patient est déjà suivi dans telle ou telle structure, ce qui peut des fois faciliter la prise de contact dire ou de refaire venir ou de chercher une autre infirmière, il y en a une qui connaît déjà notre patient, autant la solliciter pour qu'elle puisse venir faire les soins. S'il est suivi, par exemple, là, sur le cas de Monsieur Potter, sur la PHP à la Pitié-Salpêtrière, pardon, là, on peut directement, des fois, prendre contact avec cette structure pour, si on a besoin de plus d'éléments. Vous voyez, et un des avantages aussi, c'est que ici, vous pouvez directement envoyer un message à la personne qui prend en charge votre patient. Donc voilà l'infirmière qui a bien sûr Centellien, qui s'est connectée avec sa carte CPS parce qu'elle trouve que Centellien, c'est génial. Elle va recevoir votre message directement sur son smartphone ou sur la version mobile et elle pourra aussi vous répondre. Et du coup, vous êtes directement en contact avec la bonne personne. Et c'est ça qui permet une bonne coordination. Vous pouvez aussi après vous ajouter des personnes ou des structures au cercle de soins au fur et à mesure de l'avancement de du patient dans son parcours de soins. Il y a une question, Clémence? Alors, il y a d'autres questions, notamment sur les hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux vont utiliser cet outil et qui remplit les données sur les entrées-sorties? Est-ce que ça sera automatique? Alors normalement, tout ce qui est hospitalisation, entrée, sortie, il y a certaines interopérabilités qui ont été mises en place et depuis les logiciels métiers, certains, normalement, au moment de l'admission, de la sortie, ça sera en automatique. Est-ce que tous les hôpitaux utiliseront ou utilisent Centellien? Pour le moment, on est en cours de déploiement, donc ce n'est pas encore le cas. Après, si tous les hôpitaux utilisent Centellien, oui, vous aurez forcément l'information. En sachant que, alors, l'hôpital peut remplir cette information, mais aussi, si une personne dans le cercle de soins a l'information, elle peut aussi remplir cette partie hospitalisation. Et c'est quoi la deuxième partie de la question, s'il te plaît, Clémence? Euh, enfin, c'était ça. Est-ce que les remplissages sera automatique? Donc, non, enfin, je pense qu'on y a répondu. Sur le Voilà. cercle de soins, qui le remplit également? Alors, le cercle de soins se remplit d'une façon assez simple. Donc, déjà, la première personne qui crée le patient, en règle générale, donc ça peut être le médecin traitant, elle fait partie du cercle de soins. On va prendre un cas simple, par exemple, le médecin traitant, il se dit, voilà, là, il y a des soins à domicile, je vais peut-être ajouter une infirmière, donc il sait pas quelle infirmière, il va rajouter peut-être une structure, type, on va dire, un SIAD. Le SIAD va affiner en disant, voilà, je mets cette infirmière dessus, sur ce patient, donc il y aura l'infirmière. Et au fur et à mesure
que le patient sera adressé ou sera pris en charge, parce que des fois, le patient sera pris en charge en cas d'hospitalisation, par exemple, euh, la structure pourra se rajouter, après il y aura une petite vérification quand même, hein, elle pourra se rajouter au cercle de soins du patient. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce qu'il y a tellement de possibilités que je veux que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Je pense. Ok. En sachant que justement dans le cercle de soins, donc voilà, là on a infirmiers, on a médecins, on a les spécialistes, on a les kinés. euh, Il y a plein de structures qui peuvent s'ajouter au cercle de soins. Donc ça peut être un élément aussi des fois pour se renseigner sur l'entourage de soins qu'il y a autour de cette personne. Elle va arriver, on n'aura peut-être pas toutes ces informations, mais là au moins, de suite, on les a. Donc, en sachant que, bien sûr, on utilise la matrice d'habilitation du DMP parce que tous les documents ou toutes les informations qui sont présentes ne sont pas visibles par tout le monde en fonction de leur profession, tout simplement. Par exemple, si on prend le cas d'une secrétaire médicale, elle aura peut-être pas vu sur l'ensemble des informations que pourra avoir un médecin traitant. C'est exactement pour le moment la même matrice d'habilitation que pour le DMP, en sachant qu'après que chaque structure pourra définir son niveau d'habilitation. Et pour avancer un petit peu, il y a une autre question? Excuse-moi, Jimmy, je voudrais juste compléter quelques éléments par rapport à ce que tu as dit et qui est très clair hein, pour les éléments présentés. Juste pour dire qu'effectivement, il y aura une matrice d'habilitation, donc tout le monde ne pourra pas accéder au- à tous les fichiers en fonction donc de son niveau d'habilitation. Mais en plus, pour le partage des différentes informations, vous avez la possibilité de les discréditer, c'est-à-dire de pouvoir choisir de partager certaines informations à l'ensemble du cercle de soins ou uniquement l'adresser à des professionnels de santé spécifiques. Exactement. Exactement. Donc, du coup, merci pour cette petite précision, Pascal, qui est très importante d'ailleurs. Et pour continuer sur cette présentation de Centennial, ici, vous pouvez voir la ligne de vie. Donc, tous les éléments, entre guillemets, comme là, on l'a vu, hospitalisation, mais admettons qu'une infirmière passe à domicile et qu'elle prenne les constantes et qu'elle rajoute dans Centennial, vous avez toute la visibilité. Ça peut être intéressant. Si la personne fait un malaise à 19 heures, on peut voir qu'il y a des constantes qui ont été prises un peu plus tôt dans la journée et que tout allait bien. Et on peut se dire, voilà, il y a une dégradation à partir de cette date-là, de cette heure-là. Ça peut être intéressant aussi. Tout ce qui est, par exemple, les tâches aussi, vous les retrouvez dans la ligne de vie. Donc, c'est vraiment une vision 360, on pourrait dire ainsi, des événements médicaux. Ici, nous avons la partie mémo qui correspond à un post-it. Voilà. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, alors je sais que c'est pas très visible, donc je vais quand même vous le dire. Des fois, on a des informations qui sont pertinentes. Par exemple, voilà, le code de la porte ou le code d'entrée, c'est 9210, peu importe. Bref, c'est une information qui est intéressante en cas de visite à domicile ou de passage de l'infirmière. Et des fois, ben, il y a des changements, il y a des passations. Une infirmière qui est là lundi, mardi, mercredi, peut-être qu'elle part en congé et celle qui prend le relais, il faut qu'elle ait l'information. Donc, on peut mettre ça comme post-it avec plusieurs niveaux de partage. Alors, par Jimmy, exemple, excuse-moi, là, il y a des questions. Excuse-moi de dis-moi. t'interrompre. Il y a une question, enfin plutôt une alerte, hein, une remarque sur le fait que pour que l'utilisation de ce logiciel soit efficace, il faudrait effectivement qu'il soit à la fois utilisé par l'hôpital et par la ville. Il faut savoir qu'il y a déjà certains parcours hein, qui sont déployés, justement parcours ville-hôpital, et donc c'est un logiciel qui est à la fois utilisé par, par l'hôpital et par la ville, par les acteurs de ville qui sont impliqués dans ce parcours. Et donc notre objectif, bien entendu, c'est de pouvoir euh, vous accompagner justement dans l'utilisation de cet outil aussi bien par l'hôpital que par la ville. Une autre question, c'était est-ce qu'il faudra faire deux entrées pour les documents, une dans le DMP et une sur la plateforme? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'il y a un interfaçage, une interopérabilité qui est prévue, hein. Il y a des travaux qui sont en cours pour qu'il y ait cette interopérabilité entre le Centellien et le DMP.
Voilà, merci Pascal pour ces précisions. Juste, Ces précisions. je me fais un peu le maître du temps, comme on a deux Oui, présentations qui suivent. je Si vais on peut super vite. peut-être conclure d'ici 2 minutes. Alors, en 2 minutes chrono, c'est parfait. Je vais conclure, Clémence. Donc, merci pour ce timing. Du coup, le mémo, c'est les post-it. Donc, vous pouvez partager des informations bien précises, soit à votre personnel de santé, soit à l'ensemble du cercle de soins. Mais ce sont comme des post-it. On va le voir comme ça. Et là où ça devient intéressant, c'est la partie thématique aussi, parce que vous allez pouvoir retrouver tout l'aspect social, médical de votre patient. Donc, par exemple, là, on a un formulaire de constante, donc vous pouvez suivre rapidement les constantes qui ont été prises et mises à jour quotidiennement suite au passage des infirmières. Vous pourrez consulter la situation sociale de votre patient. Donc, là, je vais accélérer un petit peu. Donc, tout ce qui est s'il est marié, pas marié, s'il y a une prise sociale, son parcours de vie, parce que ça peut concerner certains patients qui sont plus jeunes, s'ils sont scolarisés, déscolarisés, s'ils sont à la recherche d'un logement, s'ils ont un logement ou pas, et aussi leur niveau de protection sociale, s'ils ont une carte vitale, s'ils sont assurés ou pas, s'ils ont une ALD, ce qui peut être intéressant. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant en fonction de chaque structure. Et pour terminer, car il me reste une petite minute, hop, on retape Monsieur Potter. Vous avez quand même la possibilité de retrouver dans un espèce de cahier de liaison. Donc, c'est là où on pourra mettre des notes à l'ensemble du cercle de soins, où on pourra lui dire, voilà, ce patient a besoin d'un suivi renforcé à domicile, échanger de façon comme le cahier de liaison que les infirmières ont à domicile. Vous pouvez le retrouver, voilà, sur Santé 1. Je sais que la présentation a été rapide, elle a été courte et du coup, avec les questions, on a un peu débordé. Donc, si vous avez des questions, je vous ai mis du coup, dans la slide qu'a partagé la CEPAM. On a mis du coup mes coordonnées, mon numéro de téléphone et aussi mon adresse mail. Ça a été vite, ça a été sportif, mais n'oubliez pas que c'est un outil de coordination régionale et que du coup, il a été fait selon les besoins terrain. Donc, c'est un outil qui correspond plus ou moins aux attentes qui ont été remontées. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy. Juste pour compléter, Laurence, 30 secondes, excuse-moi. Oui, Clémence, excuse-moi. Juste pour dire que si jamais vous souhaitez qu'il vous soit présenté un peu plus en détail les différentes fonctionnalités donc, de Santélien, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Jimmy pour qu'on puisse programmer des réunions et présenter donc, les différentes fonctionnalités de cet outil. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Clémence. Alors, je vous propose donc qu'on passe au deuxième sujet, qui est donc celui du service de la prescription électronique. Alors, je vais reprendre la main. Donc, le service de prescription électronique. Donc, je vais faire un petit rappel juste des modalités de prescription d'un transport. Donc, comme vous savez, bien sûr, hein, pour être pris en charge par l'assurance maladie, les frais de transport doivent faire l'objet d'une prescription. Celle-ci doit ça doit préciser le mode de transport. Donc, ce doit être adapté à l'état de santé et au niveau d'autonomie du patient. Donc, 3 modes de transport possibles. Alors, soit il peut se déplacer tout seul ou accompagné par un proche. Et dans ce cas, on faudra prescrire un transport en véhicule personnel ou transport en commun. Pour votre information, l'assuré peut tout à fait demander le remboursement de ce transport depuis son compte Amélie de manière dématérialisée. Le patient a besoin d'une aide pour se déplacer parce qu'il y a des risques d'effets secondaires ou parce qu'il est en état de nécessiter un respect rigoureux des règles d'hygiène. Dans ces cas-là, il faudra prescrire un VSL ou un taxi. Puis troisième possibilité, le patient doit être allongé ou demi-assis parce qu'il doit être surveillé, sous oxygène, brancardé ou porté. Et dans ces cas-là, on prescrit effectivement un transport en ambulance. Dans tous les cas, la prescription doit être établie avant le transport, sauf en cas d'urgence, bien sûr, en cas de prescription qui peut être remplie dans ce cas-là a posteriori. Et cette prescription médicale de transport peut être bien sûr établie le jour même, mais avant le transport. Sur la slide après, on reprend effectivement. Alors là, on va laisser le dérouler parce qu'il y a plusieurs slides qui vont s'afficher. Là, il manque des informations dessus. Voilà. Donc, pour
pour être les différentes situations de remboursement, donc on en a 5. Le premier, c'est les transports liés à une hospitalisation. Donc c'est l'entrée ou la sortie de l'hospitalisation, quelle que soit la durée de l'hospitalisation, qu'elle soit complète, partielle ou ambulatoire. Ambulatoire, ça veut dire que le patient, il arrive à l'hôpital et il ressort le jour même. En tout cas, il ne reste pas, la nuit là-bas. Deuxième, c'est les transports qui sont liés effectivement à l'affection longue durée, donc en lien avec l'affection longue durée dont il souffre. Le troisième, c'est quand c'est des traitements qui sont en rapport avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Le quatrième cas, c'est le transport en cas de contrôle réglementaire. Donc, dans ces cas-là, c'est la convocation du service médical qui fait office de prescription. Donc, pas besoin de réaliser une prescription par rapport à ça. Et puis, les transports en ambulance dès lors que l'état de santé du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance médicale. Dans tous les cas, pour bénéficier d'un transport, le patient doit être en situation d'incapacité ou de déficience. Ce n'est pas parce qu'il peut répondre à tous ces cas-là qu'il y a automatiquement une prescription de transport. Et puis, dernier cas, on a effectivement les transports dans le cadre d'une demande d'entente préalable. Donc là, c'est les transports en série, enfin les transports en série, donc à partir du moment où il y a 4 conditions cumulatives, donc au moins 4 voyages de plus de 50 km chacun, sur une période de 2 mois pour un même traitement. Les transports longue distance, donc quand il y a plus de 150 km aller. Les transports pour aller vers un CMPP ou un centre d'action médico-sociale précoce. Et puis les transports liés au transport pour une femme enceinte dès lors que le trajet est supérieur à 45 km entre son domicile et la maternité la plus proche. Donc ça, c'est les cas effectivement où il faut demander une demande d'accord préalable. Alors je vais laisser le docteur Sussan faire une démonstration depuis Amélie Pro. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Alors, hop, je partage mon écran. Donc, moi, je vous montre l'interface. Donc, je vais essayer de faire aussi bien que Fabien Besançon d'habitude parce que c'est toujours lui qui s'y colle. Alors, donc là, je vais mettre... donc, bon, là, je suis sur la page Amélie Pro. Je vais mettre un IR, donc je vais mettre le mien pour vous montrer. Donc là, on arrive sur les informations patients, le service patient Amélie Pro. Donc je vais sur prescription de transport. Hop. Voilà. Là, vous voyez que donc, si le patient a déjà bénéficié d'un transport, ça sera affiché ici et il y a la possibilité aussi de le renouveler directement. Là, il n'y a encore jamais eu de transport, donc on va faire créer une prescription. Donc, on arrive sur cette page-là. Je suis désolée, je ne vois pas très bien parce que j'ai la barre de la visio qui me bloque. Alors, d'abord, sur cette case, vous pouvez choisir de faire varier le nombre de trajets que vous demandez. Voilà, donc on peut le préciser. Vous devez préciser si c'est un transport aller-retour ou aller simple, tout simplement en cochant la case. Vous précisez le lieu de départ. Donc, si on clique domicile, c'est automatiquement le domicile qui est renseigné auprès de la sécurité sociale qui s'affiche. Si le lieu de départ est un établissement de soins, et là, vous remplissez directement la structure. Et je trouve que, ce qu'on disait, c'est que ça a été amélioré récemment, donc on trouve assez facilement. Par exemple, je vais mettre Villeneuve-Saint-Georges et je vais trouver le chic ou la clinique assez facilement. Et là, il va y avoir l'adresse qui va se mettre automatiquement de l'établissement de soins. Et autre lieu, c'est pour si le patient ne réside pas, ne va pas partir de son domicile et qu'il a une autre adresse qui n'est pas un établissement de soins, là, vous allez remplir l'adresse directement en mettant la commune. Voilà, hop. Et puis après, vous allez préciser l'adresse en saisie manuelle. Vous faites exactement pareil pour le lieu d'arrivée en définissant domicile, établissement de soins ou autre lieu. Ensuite, on va vous demander de renseigner est-ce que c'est une urgence ou est-ce que c'est une entrée ou sortie d'hospitalisation. Donc ça, c'est ce qu'a dit M. Couture juste après. Donc vous cochez les cases ou pas. Là, c'est pour la partie si jamais vous êtes dans le cas d'un accord préalable. Et donc, donc sur le petit point d'interrogation, on reprécise les cas de l'accord préalable. Et sinon, vous allez cocher le cas qui correspond, donc soit plus de 150 km, soit le trajet Quantum CMPP, soit le trajet en série, donc 4 trajets minimum de plus de 50 km. Voilà.
Ensuite, là, il va falloir renseigner le mode de transport et en fonction du mode de transport, quand vous cliquez, il faut... Donc, bon, là, c'est individuel, il n'y avait rien à préciser. Si c'est un transport en commun, si jamais l'état de santé nécessite une personne accompagnante, il faut le préciser en le cochant. Si vous avez le transport, si vous cochez transport assis, de manière automatique, normalement, le transport assis, on considère qu'il est compatible avec un transport partagé. Si c'est pas, si c'est pas compatible, il faut penser à le cocher. Sinon, ce sera automatiquement un transport partagé. Et s'il faut, et vous pouvez cocher aussi la deuxième case. Pour le transport en ambulance, là, c'est pareil, il va falloir cocher, préciser pour quelle raison il y a besoin d'une ambulance. Et le transport par bateau ou avion que je n'ai jamais fait, c'est pareil, vous cochez. Voilà. Ensuite, il va falloir préciser la situation du patient. Donc, est-ce que le transport est lié à son affection longue durée ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un accident du travail ou maladie professionnelle? Donc là, quand vous cochez, ça vous redemande de préciser. Donc là, ça vous met l'information. Si votre patient n'a pas d'ALD enregistré dans son dossier médical, enfin, en tout cas dans son dossier sécurité sociale, ça va vous mettre une petite note d'information, si vous avez coché oui. S'il y a un accident du travail ou maladie professionnelle et que vous cochez, on va vous demander de préciser la date de l'accident ou de la maladie professionnelle. Et ensuite, vous pouvez rajouter de manière facultative des commentaires. Si c'est un transport vers un centre dédié de maladies rares, vous le cochez ici également. Et ensuite, vous validez en bas. Alors, je ne vais pas valider parce que j'ai peur de me télétransmettre mon propre transport médicalisé. On peut valider, docteur Je peux Soussan, parce valider qu'il là. y a Ok. une autre étape Du après. coup, là, j'ai Bon, là, pas, voilà. j'ai pas assez cliqué, donc voilà. Mais je m'en fais un faux. Hop, je vais à la maternité. Voilà, hop. On va mettre ça, on va mettre ça. J'y vais, hop. De toute façon, pendant que Juliette elle le remplit, il me semble que tant qu'après il n'a pas été honoré par une compagnie d'ambulance, il n'est pas comptabilisé de toute façon. C'est si elle en fait usage qu'il va être comptabilisé, non? Oui, oui, tout à fait. D'accord, donc je peux m'en faire un faux. J'osais pas me le déclarer. Hop, alors ça, c'est pas ça. Là. Et donc, je le valide. Voilà. Et donc là, c'est là où je vois pas. Donc là, voilà, je peux soit, on a le récapitulatif. Et ensuite, soit il y a une erreur, je le modifie, soit je le transmets. Mm. Oui, effectivement, là, on est peut-être comme c'était un faux. Et voilà. Sinon, je profiterai d'un transport. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux faire modifier et revenir en arrière. Donc, si on modifie, voilà, on revient en arrière. J'ai vu qu'il y avait quelques questions pardon, qui nécessitent peut-être qu'on revienne sur les cas de prise en charge par la sécurité sociale qui étaient sur le diaporama tout à l'heure. D'accord, donc je vais arrêter mon partage du coup. Enfin, je vous laisse. Juste préciser que pour les ententes préalables, il n'y a pas d'envoi à la sécurité sociale Oui, pour l'instant. Voilà. tout à fait. On l'imprime. C'est pas télétransmis, donc on Ok, l'imprime et on l'envoie au médecin conseil. ok. Je... Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut revenir au diaporama de Laurent tout à l'heure, peut-être pour revenir sur les cas de prise en charge. J'en profite pendant ce temps-là. Vous avez peut-être vu passer la campagne de communication de l'assurance maladie qui est en cours sur les transports partagés. Donc, on change un peu de modèle donc en faisant du transport partagé un peu la norme. Donc ça s'accompagne d'outils de communication comme cette campagne en cours. Les taxis et VSL vont aussi être équipés de macarons sur leurs véhicules. On a aussi actuellement une campagne des délégués de l'assurance maladie auprès des médecins prescripteurs
et des transporteurs sanitaires qui est en cours pour l'évoquer. Et on attend un décret en Conseil d'État, donc qui a pris un peu de retard du fait du contexte politique, mais qui va aussi changer le mode de paiement et de remboursement pour les patients. En fait, le tiers payant sera appliqué en cas de transport partagé. Si le patient a eu une prescription de transport partagé mais qu'il le refuse, il devra avancer les coûts de son transport. Donc, c'est aussi un objectif de changer les mentalités des patients sur ce sujet parce quand on en parle avec les médecins, les transporteurs, ils nous disent que le transport partagé et voilà, enfin, pas forcément accepté de la part des patients. Donc, il y a aussi tout un changement culturel à prendre en compte. Et j'en profite aussi, je vois dans les commentaires, on parle de bons de transport et c'est aussi bien de parler de prescription parce que c'est aussi rappeler que, on prescrit un transport pour une nécessité médicale comme aux autres prescriptions. Et c'est vrai que le bon de transport, c'est souvent un terme utilisé par les patients un peu comme un droit à, et c'est aussi important, notamment dans notre contexte aussi financier, d'utiliser des termes aussi de prescription comme les autres actes. Donc, on peut peut-être juste revenir avec la slide où il y avait les carrés, parce que je pense que ça va répondre à la question sur les patients en invalidité. Juste avant, peut-être. Voilà, parce qu'en fait, donc il y a une question pour les patients en invalidité qui ne sont pas en ALD. Donc, a priori, il y a un blocage en ligne, donc à vérifier si c'est sur une situation individuelle ou générale, mais enfin, les transports ne sont pas réservés que aux personnes en ALD. On voit qu'il y a d'autres situations, hospitalisation, accident du travail, maladie professionnelle, transport en ambulance nécessité par voilà, pour une nécessité d'être allongé, ou alors, bon, le cas plus particulier des contrôles réglementaires, ça se présente un peu moins. Mais donc, une personne en invalidité pour une hospitalisation, si elle a besoin d'être allongée, elle est tout à fait, enfin, il peut y avoir une prescription. Tout comme c'est sur la slide d'après aussi. Disons que le seul motif de l'invalidité ne justifie pas forcément la prescription. Voilà, en fait, il faut une incapacité physique pour des raisons de santé de pouvoir aller en autonomie à son rendez-vous médical ou à l'hôpital pour être hospitalisé. Alors, sur le Alors, docteur voilà. Jeannot, il pose une question sur une question que Fabien, tu nous avais dit d'ailleurs, que souvent les transporteurs, ils nous demandent ils vous demandent de dater de la veille. C'est pas du tout une obligation, d'ailleurs, vous ne devez pas le faire, hein. Vous devez prescrire le transport le jour où vous le faites, c'est-à-dire avant le transport, qui peut être le jour même, mais pas forcément 2, 3 jours avant. On a évoqué tout à l'heure les seuls cas où le transport peut être prescrit a posteriori du transport, c'est en cas d'urgence. Et donc, voilà, sinon, il est forcément prescrit avant le transport. J'en profite aussi, on a souvent des médecins qui nous disent que les transporteurs sanitaires leur demandent de changer leur prescription pour mettre une ambulance plutôt qu'un VSL, alors qu'il n'y avait pas de nécessité médicale que le patient soit allongé. C'est important donc nous, on a une adresse de signalement pour ces situations-là, parce que si vous changez votre prescription, nous, on ne peut pas savoir que le transport en ambulance, à moins de faire un contrôle avec le service médical, n'était pas justifié médicalement. Et c'est aussi parfois compliqué de le prouver a posteriori. On a une adresse de signalement aussi ça nous permet aussi d'appuyer nos contrôles auprès des transporteurs sanitaires. Donc, c'est une adresse qu'on pourra, enfin, on a déjà eu l'occasion de communiquer dessus, mais on pourra aussi vous la diffuser. Je peux juste revenir sur ce que vous venez de dire parce que Laurent faisait remonter une question là, qui a été posée que moi j'avais soulevée quand on avait préparé le webinaire. Et là, vous venez de dire les seuls cas où on peut prescrire a posteriori un transport. Ce que les transporteurs nous font souvent comme demande, c'est de dater
au minimum de la veille un bon de transport, une prescription médicale de transport, excusez-moi, quand on l'a demandé le jour même. En fait, il refuse que ce soit daté du jour du transport, même si on l'a prescrit ce jour-là. Alors, on ne sait pas pour quelle raison, et Laurent a bien été clair sur le fait que non, une prescription médicale de transport peut être datée du jour du transport. Mais pour une raison qu'on ignore, très souvent, c'est refusé quand on l'a daté du jour même. Il nous demande qu'on l'antidate dans ces cas-là. Ouais, je Et pense ça, qu'en du fait, coup, c'est... il faut le signaler, ça, du coup, quand ça se produit. C'est ça? Oui, enfin, après, en fait, c'est surtout aussi de dire non aux transporteurs. Je pense que la crainte qu'il peut y avoir, c'est comme si la prescription, elle est faite à 9 heures du matin pour un rendez-vous à 11 heures et donc tout ça se passe le même jour. En fait, ils ont peur qu'en cas de contrôle, on considère que ce soit pas fait a priori, mais on peut aussi, enfin, c'est en cas de contrôle, on se retourne aussi vers les patients, vers les prescripteurs pour Mhm. vérifier, si on voit que tout est fait le même jour, pour vérifier que au niveau des heures, il y a bien eu une succession et que tout s'est bien fait a priori. Donc, je pense que c'est plutôt pour se D'accord. C'est protéger pas en par cas de contrôle. malhonnêteté, c'est pour se Voilà. prémunir en cas C'est de pas contrôle. Ok. forcément. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand médicalement, il n'y a pas besoin d'une ambulance et que Mhm. on dit il n'y a pas de VSL disponible. Bah, dans ces cas-là, il peut y avoir le transport personnel, il peut y avoir le taxi conventionné, mais l'ambulance, c'est 3 fois plus cher pour l'assurance maladie. Donc, et voilà, 3 fois plus rémunérant également. Quand on a un doute sur l'éligibilité à un transport ou à une prise en charge, à qui on demande? Comment on fait la demande, du coup, pour avoir une réponse? S'il n'y a pas d'urgence, évidemment, si ça peut attendre. Je sais pas, Laurent, ce que tu en penses. Est-ce que c'est l'espace sécurisé avec le service médical ou Ouais, ça serait plutôt ça. je C'est pense, par hein. rapport à quoi, Fabien? Non, mais je vais pas évoquer des cas précis, mais ça m'est déjà arrivé de me demander si le patient il était éligible à une prise en charge et comme il n'y avait pas d'urgence, alors j'étais passé par l'espace sécurisé, mais je sais plus si j'avais demandé plutôt au côté administratif ou plutôt au côté médical. Et puis après, ils m'ont un peu baladé. Alors déjà, ils ont mis 3 ou 4 jours avant de me répondre pour me dire que Mm. j'avais pas demandé au bon endroit. Donc si on pouvait tous avoir l'info, à qui on demande une bonne fois pour toutes, comme ça nous évitera de perdre du temps quand on veut essayer de faire les choses bien et qu'on veut avoir une On, réponse du coup. Alors, on moi, du coup, je va. peux répondre parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps et j'ai appelé le numéro de contact 3608 là qui est en dessous. J'ai expliqué mon problème, on m'a tout de suite orienté vers le bon service et j'ai eu la réponse pendant ma consultation. Franchement, ça a pris 5 minutes. Donc, enfin, je sais pas, mais peut-être que en direct, c'était plus simple que par écrit, mais moi, j'ai trouvé que ça avait super bien marché pour répondre à ma question tout de suite. Et c'était plutôt le service médical, du coup, qui m'avait répondu. Bah, il me semble que moi, Ok. c'était le service médical qui avait fini par me répondre, mais j'en ai plus la certitude, Ok. effectivement. Ok. Et effectivement, je vois aussi un commentaire du docteur Jeannot sur les personnes en grand surpoids. On a effectivement un sujet dont on parle souvent avec les établissements de santé, donc pour les transports bariatriques. C'est aussi un échange qu'on engage avec les transporteurs sanitaires, donc en fait, qui, en gros, à partir de 120 kilos, ça nécessite un matériel adapté. Aujourd'hui, dans la réglementation, dans le conventionnement entre les transporteurs sanitaires et l'assurance maladie, il y a une sorte un peu de vide juridique sur la prise en charge des transports bariatriques. En fait, la convention avec les transporteurs sanitaires renvoie cette prise en charge à un groupe de travail qui est en cours au niveau national, mais qui aujourd'hui n'a pas abouti à une définition stricte du transport bariatrique et de deux à un modèle économique. Donc, enfin, c'est des situations très compliquées. On a eu pas mal d'exemples à des établissements de santé, parce que parfois la notion de bariatrique n'est pas non plus indiquée avant, donc le transporteur se déplace et il se rend compte que c'est un transport bariatrique une fois sur place. Voilà, enfin, c'est une situation dont on a connaissance, qu'on essaye de travailler, de remonter aussi à la CNAM sur le fait que ça engendre beaucoup de difficultés.
Aujourd'hui, en l'absence de modèle voilà, tarifaire sur ces sujets-là, en pratique, donc, il y a il y a à la fois le prix classique, on va dire, du transport avec le surplus bariatrique. Comme il n'y a pas de tarif conventionnel avec l'assurance maladie, c'est les transporteurs qui fixent les tarifs en fonction aussi du temps passé. C'est leur critère principal de fixation du prix, parce que parfois c'est plusieurs heures sur certaines situations. Et donc on est en train aussi d'échanger avec les établissements, parce que certains établissements prennent en charge ces transports, mais à ce jour, en fait, comme il n'y a pas de financement, les hôpitaux ne sont pas payés pour ça. Et normalement, c'est aux patients de prendre en charge son transport, le surplus de transport, avec éventuellement un recours à l'action sanitaire et sociale de la CEPAM. Donc c'est une situation qui est très compliquée et qui, en plus du fait de l'augmentation de l'obésité en France, aussi a un nombre de transports bariatriques qui est en croissance. Je vous propose du coup, parce que je vois que le temps tourne, de avancer sur notre dernier sujet, sur le suivi du dépistage depuis Amélie Pro. Et donc, je laisse la parole au docteur Besançon et à Laurent Couture. Alors, sur le dernier sujet, effectivement, pardon. On voulait porter à votre attention un téléservice qui s'est ouvert, enfin un service qui s'est ouvert depuis juin 2024 et qui permet pour les médecins d'avoir la liste des patients concernés par le dépistage organisé des cancers et n'ayant pas participé dans les délais recommandés par l'HAS. Donc vous avez les 3 cancers, colorectal, col de l'utérus et cancer du sein. Alors, on avait proposé d'en parler ce soir parce que c'est depuis juin 2024, mais finalement, c'est passé assez inaperçu le lancement de cet outil. Et concrètement, moi, je trouve qu'il est relativement caché dans les méandres de Amélie Pro. Donc, l'idée, c'était de vous montrer où est-ce qu'on trouvait ça, comment ça fonctionnait. Alors, hop, normalement, vous voyez mon écran, c'est bon. Oui. Alors, du coup, sur votre espace Amélie Pro, ça va se trouver dans la patientèle médecin traitant, en fait. Donc ici, on va aller cliquer, on se retrouve avec notre liste de patients dont on est le médecin traitant. Et là, vous avez un onglet ici, prévention, qui est venu s'ajouter par rapport à ce qu'on avait avant et qui va vous permettre de pouvoir aller faire votre recherche. Et là, on va avoir 2 façons de procéder. Soit on a un patient en particulier et dont on se demande s'il est à jour de ses dépistages, et on va pouvoir rechercher par nom ou par numéro d'identification et éventuellement filtrer aussi par type de dépistage. Ou alors, si on veut faire le point dans sa patientèle où on en est, on peut faire une recherche pour toute la patientèle et là encore, soit sélectionner tous les dépistages, soit filtrer sur un type de dépistage. Et on va, en faisant rechercher, alors je ne vais pas le faire parce qu'on va se retrouver avec des noms de patients et ça va perdre un peu de confidentialité, mais on va se retrouver avec la liste de tous les patients qui sont éligibles à un dépistage et qui ne sont pas à jour selon les recommandations actuelles. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et par contre, il faut savoir où ça se trouve. Est-ce que, d'un point de vue pratique, la liste, vous l'avez en format PDF, Excel? On l'a sur un format, ça s'affiche directement à l'écran. Ok, Donc, quand on valide la recherche, on a vraiment la liste des patients et on peut l'exporter au format CSV. d'accord. Donc, après, ça se Ok, réintègre dans un Excel ou dans un Number. ok, super. Je crois qu'il y a Juliette qui a une question. Ah, je vois. Ah, pardon, oui, j'ai vu. Juste, Allez-y, docteur. je voulais savoir, au niveau des données, est-ce que c'est des données CEPAM enfin, l'actualisation de ces données, elle se fait tous les combien de temps? Et est-ce que c'est croisé avec les données du CRCDC également? Parce que parfois, notamment sur le cancer du col de l'utérus, moi j'ai l'impression que c'est pas toujours à jour enfin, pour mes patients. Donc je voulais savoir si ça c'était, enfin voilà, comment ces données, elles proviennent d'où sur le dépistage? Alors,
Alors Je là, laisserai Laurent peut-être compléter. À ma connaissance, c'est le CRCDC qui les alimente. il faudra que je recherche exactement. Par contre, j'ai pas la fréquence des mises à jour. Oui. Je sais que des fois, il peut y avoir des petites erreurs parce que forcément, il n'est pas à jour au jour J. Mais ouais, effectivement, c'est le CRCDC. Mm. On va se renseigner pour vous apporter, mais effectivement, c'est pas entre guillemets une info en temps réel comme par exemple ADRI où on a l'info de la veille. Là, je me demande si c'est pas tous les trimestres. Donc, moi, c'est ce que j'avais Je en tête, regarde. mais à confirmer. Et donc, effectivement, pendant la fin d'un trimestre, on a quand même déjà 3 mois de décalage, quoi. Alors, j'étais en D'accord. train de regarder parce qu'il me semble avoir vu tout à l'heure justement sur l'outil qu'il y avait écrit que c'était mis à jour de façon mensuelle. Je suis en train de rechercher Ah, pour ok. vérifier. Bon, ben, Par contre, il n'est pas précisé la provenance des données. ok. Ouais, parce que je voulais savoir si c'était fait à la fois sur la base du remboursement CPAM enfin, du coup, la CPAM, vous avez l'information qu'il y a eu un frottis réalisé ou une mammographie de dépistage. Mm. euh, et si c'était en plus ajouté avec le fil du CRCDC ou si c'est que le CRCDC. Ça, vous avez peut-être pas la réponse du coup. Hop, c'est ici. Là, c'est mensuel. Voilà, mensuellement. Bon, bah, ça a évolué, alors c'est bien. Et on va se renseigner pour vous apporter une réponse un peu plus précise sur la source des données. Mais à ma connaissance, c'est le CRCDC est croisé avec nos facturations également. Ouais, non, il n'y a rien de précisé sur Amélie, je regarderai. Ok. Bah, on est pile dans le timing et j'ai l'impression il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour votre participation nombreuse et active. Les démonstrations, ça rend aussi les échanges plus vivants et plus concrets. Notre prochain webinaire est fixé au mois de décembre. Je crois, je n'ai pas la date sous les yeux, mais il me semble qu'il est déjà fixé. Donc, n'hésitez pas. C'est un des webinaires qu'on organise avec les CPTS à proposer des sujets et donc à nous les faire remonter pour notre prochain rendez-vous. On vous enverra l'invitation comme d'habitude pour ce webinaire. Et merci à tous ceux qui ont fait des présentations et très bonne fin de journée à tous.